Ils ont décidé que je n'avais plus mon mot à dire sans me consulter. Je l'ai compris ce jour-là, non pas parce qu'on me l'a annoncé clairement, mais parce que tout, autour de moi, s'est mis à fonctionner comme si ma voix avait cessé d'exister. La scène était ordinaire. Trop ordinaire pour alerter quelqu'un d'autre. Un dimanche après à midi, une table dressée à la hâte, des tasses de café encore tièdes. Julien et sa femme parlaient debout, penchés l'un vers l'autre, comme on le fait quand on veut aller vite. Ils échangeaient des phrases courtes, efficaces, pleines de ce vocabulaire pratique que je connaissais désormais trop bien. Organisation, décision, solution. Je me tenais assise, les mains jointes, à écouter sans être incluse. Ils parlaient de moi, mais pas à moi. À un moment, Sandrine a dit qu'il fallait avancer. Elle a prononcé cette phrase comme une évidence. Elle a ajouté qu'il n'y avait plus vraiment le choix. Julien a acquiescé, un peu raide, le regard fuyant. Aucun des deux ne m'a regardé. C'est cela qui m'a frappé en premier. Pas les mots. L'absence de regard. Sandrine a expliqué qu'ils avaient réfléchi longuement, qu'ils avaient pris en compte tous les paramètres. Elle parlait calmement, avec cette assurance tranquille de ceux qui se sentent légitimes. Elle a évoqué mon âge, ma fatigue, mes habitudes devenues, selon elle, difficiles à gérer. Elle disait que ce n'était pas un reproche, juste un constat. Julien a ajouté que ce serait plus simple ainsi, pour tout le monde. Il parlait de décisions pratiques, déjà arrêtées. Il disait qu'il valait mieux anticiper que subir. Ces phrases glissaient sur moi sans jamais s'y accrocher. Je me souviens très précisément de ce moment. Une seconde suspendue, presque irréelle. J'ai senti quelque chose se déplacer en moi. Pas une colère immédiate. Pas encore. Une sorte de froid lucide. J'ai compris que la discussion était terminée avant même d'avoir commencé. Ils n'étaient pas là pour demander. Ils étaient là pour informer. Ils avaient décidé que je n'avais plus mon mot à dire. Sandrine a sorti des documents. Des feuilles imprimées, soigneusement rangées. Elle parlait de démarches à venir, de signatures à prévoir. Elle disait que ce serait plus confortable pour moi, qu'il s'occuperait de tout. Toujours cette formule. S'occuper de tout. Comme si ma vie était devenue un ensemble de tâches à gérer. Je voulais parler. Dire que j'étais encore capable de comprendre, de décider, de refuser si nécessaire. Les mots se sont formés dans ma tête, clairs, précis. Mais je ne les ai pas prononcés. Quelque chose m'a retenu. Une intuition profonde, presque douloureuse. Je sentais que toute objection serait immédiatement rangée dans la catégorie de la résistance inutile, voire de la confusion. Il parlait déjà de la suite, de ce qui se ferait rapidement, de ce qui était préférable. Julien utilisait ce ton conciliant qu'il avait enfant lorsqu'il voulait éviter un conflit. Ah, je le reconnaissais trop bien. Sauf qu'aujourd'hui, ce ton-là ne me protégeait plus. J'ai regardé la table. Les tasses, les miettes, les traces de sucre. Tout me semblait étrangement net. Comme si mon esprit se mettait à observer, au lieu de ressentir. Je notais mentalement chaque phrase, chaque hésitation, chaque mot choisi. Pas par méfiance consciente. Par instinct de survie. Sandrine a dit qu'il ne fallait pas dramatiser, que j'étais trop sensible. Julien a souri, maladroitement. Ce sourire m'a blessé plus que n'importe quelle phrase, parce qu'il signifiait qu'il acceptait cette version de moi, une femme fragile, émotive, qu'il fallait guider. Ils ont fini par me demander si cela m'allait. La question est arrivée tard, presque par politesse. Elle était formulée de telle manière qu'un refus aurait semblé absurde. J'ai répondu que je devais réfléchir. Sandrine a échangé un regard avec Julien. Elle a dit que le temps pressait. À cet instant précis, j'ai compris que ma vieillesse, dans leur esprit, n'était plus une période de vie. C'était devenu une contrainte à gérer, une situation à optimiser. Et surtout, une justification parfaite pour décider sans moi. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas protesté, j'ai simplement dit que j'avais besoin de repos. Je me suis levée lentement. Mes gestes étaient calmes, trop calmes pour leur plaire. Ils ont cru que j'acceptais. Dans ma chambre, j'ai fermé la porte. J'ai respiré profondément. J'ai senti mes mains trembler légèrement, puis se stabiliser. J'ai ouvert le tiroir du bas, celui que personne ne regardait jamais. J'en ai sorti un carnet à la couverture usée. Je l'ai posé sur la table.
J'ai écrit la date. Puis j'ai écrit cette phrase, mot pour mot, sans ajouter un commentaire. Ils ont décidé que je n'avais plus mon mot à dire, sans me consulter. En refermant le carnet, j'ai su une chose avec une clarté nouvelle. Ce silence qu'ils prenaient pour une soumission venait de devenir une observation attentive. Et cette observation, je le sentais déjà, allait tout changer. Quand je replonge dans la vie d'avant, je ne vois pas une suite d'événements extraordinaires, mais une continuité de gestes discrets, répétés, jamais comptabilisés. Une existence tissée de constance plus que de promesses, de présence plus que de mots. Je me suis mariée jeune, à une époque où l'on croyait encore que tenir suffisait. André était un homme réservé, solide, peu enclin aux grandes déclarations. Même Montégap, il travaillait beaucoup. Moi aussi. Nous avions une manière silencieuse de nous comprendre. Nous n'attendions pas grand à chose de la vie, sinon qu'elle nous laisse avancer sans trop de heurts. Julien est né un matin d'hiver. À partir de ce jour-là, tout s'est organisé autour de lui. Mes horaires, mes renoncements, mes priorités. Être mère n'a jamais été pour moi une posture héroïque. C'était une évidence quotidienne. Je faisais ce qu'il fallait faire, sans penser à ce que cela me coûterait plus tard. Les années ont passé comme cela, sans éclat. Les fins de mois parfois serrées, les vacances modestes, les inquiétudes discrètes. J'ai appris à faire durer, à réparer, plutôt qu'à remplacer, à garder pour demain ce que je n'utilisais pas aujourd'hui. Cette façon de vivre me semblait normale. Elle était même, à mes yeux, respectable. La maison est arrivée tardivement. Un achat réfléchi, mesuré. Rien de somptueux. Mais un lieu stable, à nous. Je me souviens encore de la sensation de la clé dans ma main, le jour de la signature. André avait souri, brièvement. Ce sourire-là valait tous les discours. Nous avions tenu. J'ai entretenu cette maison avec une attention presque maternelle. Chaque pièce racontait un moment de notre vie. Les marques sur le mur, les meubles choisis pour durer, les objets accumulés sans ostentation. Je n'ai jamais pensé en termes de patrimoine. C'était simplement notre espace, notre ancrage. Quand André est tombé malade, j'ai pris le relais sans réfléchir. Les rendez-vous, les traitements, les nuits écourtées. Je n'ai pas mesuré l'épuisement. J'avançais par devoir, par amour aussi, mais surtout par habitude de tenir. Quand il est parti, j'ai continué à faire fonctionner la maison comme avant. C'était ma manière de ne pas m'effondrer. Julien était déjà adulte. Il venait souvent au début. Il appelait. Il s'inquiétait. J'étais rassurée par cette présence. Je croyais notre lien indestructible, forgé par tout ce que nous avions traversé ensemble. Je n'imaginais pas qu'il puisse se transformer autrement qu'en s'approfondissant, puis Sandrine est entrée dans sa vie. Elle était énergique, déterminée, sûre d'elle, différente de moi. J'ai voulu l'accueillir correctement, trouver ma place sans empiéter sur la leur. Je savais qu'une mère devait savoir s'effacer au bon moment. Je croyais encore que l'effacement était une preuve de maturité. Au début, elle était attentive, presque trop. Elle posait des questions sur l'organisation, sur les papiers, sur les habitudes. Je répondais sans arrière-à-pensée. J'avais toujours vécu dans la transparence. Je ne concevais pas que cela puisse devenir un risque. Peu à peu, j'ai senti que quelque chose se modifiait. Mes gestes devenaient commentés. Mes habitudes analysées. Mes souvenirs, parfois, semblaient encombrants. On parlait de moderniser, de simplifier. Je faisais de mon mieux pour m'adapter. Je ne voulais pas être celle qui complique. Je pensais encore que l'amour fonctionnait comme un capital accumulé. Que tout ce que j'avais donné me protégerait naturellement. Je n'avais pas compris que, pour certains, le passé n'a de valeur que tant qu'ils ne freinent pas leurs projets. Avec le temps, une fatigue nouvelle s'est installée. Pas celle du corps, mais celle de devoir justifier ce qui avait toujours été évident. De sentir que ma place n'était plus acquise, mais tolérée. Je n'osais pas mettre de mots dessus. Je me disais que c'était l'âge, l'adaptation, le cours normal des choses. Je ne savais pas encore que cette capacité à tenir, à comprendre, à attendre, allait être interprétée comme une permission implicite, que mon silence d'autrefois, né de l'amour et du sens du devoir, allait un jour servir d'argument pour décider à ma place. À ce moment-là, je continuais à croire que tout cela n'était qu'un passage, une période un peu floue, appelée à se clarifier d'elle-même.
Je n'imaginais pas encore que l'on puisse transformer une vie entière de dévouement en justification de l'effacement. Mais le glissement avait commencé, et je n'en voyais encore que les contours les plus doux. Les premiers signes ne sont jamais ceux que l'on redoute. Ils sont trop discrets pour alerter, trop ambigus pour être dénoncés. Ils s'installent doucement, presque avec élégance, comme si l'on prenait soin de ne pas réveiller ce qui pourrait encore résister. Au début, Sandrine ne me contredisait pas. Elle reformulait. Quand je proposais quelque chose, elle disait qu'elle avait pensé à une autre solution, plus simple, plus efficace. Elle parlait avec assurance, sans agressivité apparente. Julien, à ses côtés, opinait doucement. Je me disais que c'était normal, que les jeunes couples aiment décider ensemble. Je ne voulais pas être celle qui s'impose. Puis, il y a eu les petites remarques. Rien de frontal. Des phrases lancées en passant. Tu fais encore comme ça? On fait plutôt autrement maintenant. Tu sais, aujourd'hui, les choses ont changé. Je souriais. Je m'adaptais. Je pensais que c'était cela, vieillir dignement. Progressivement, mes habitudes ont été requalifiées en manie. Ma façon de ranger devenait rigide. Mes horaires, peu pratiques. Mes récits, trop longs. Je voyais bien leurs regards échanger quand je racontais un souvenir. Déjà entendu. Je continuais pourtant. Parce que raconter, c'était exister encore un peu. Sandrine a commencé à réorganiser la maison. Elle disait vouloir optimiser l'espace. Elle déplaçait des objets, rangeait différemment, décidait ce qui devait rester visible et ce qui devait être mis de côté. Elle parlait de clarté, de modernité. Je la regardais faire sans protester. J'avais appris, depuis longtemps, que céder évite les conflits. Ouais. Un jour, je n'ai plus retrouvé une photo d'André. Elle n'avait pas disparu. Elle avait été rangée ailleurs, dans un carton, avec d'autres choses jugées moins utiles. J'ai senti une gêne profonde, presque honteuse, comme si mes souvenirs prenaient trop de place. À table, les conversations ont changé de ton. Sandrine parlait beaucoup. De projets, de chiffres, de décisions à venir. Julien l'écoutait attentivement. Moi, je suivais, en silence. Quand je prenais la parole, elle m'interrompait gentiment pour aller plus vite. Julien continuait la discussion avec elle. Je finissais par me taire. Un soir, Sandrine a dit que je me répétais souvent. Elle a ajouté que c'était normal à mon âge. Julien a esquissé un sourire gêné. Cette phrase, elle m'a atteinte plus profondément que les autres. Parce qu'elle semait le doute. Pas chez eux, en moi. À partir de ce jour, j'ai commencé à noter. Les rendez-vous, les dates, les choses à ne pas oublier. Pas par obsession. Pour me rassurer, pour me prouver que je maîtrisais encore. Je ne savais pas encore que ces notes deviendraient un outil bien plus important qu'un simple aide à mémoire. Il y a eu aussi les décisions prises sans moi, des invitations acceptées en mon nom, des changements d'horaire dont je n'étais informée qu'au dernier moment, des discussions entamées dans une autre pièce, porte entr'ouverte, voix basse. Quand j'entrais, elles s'interrompaient naturellement, comme si c'était normal. Peu à peu, Sandrine a commencé à parler de moi à la troisième personne, même quand j'étais là. Ta mère est fatiguée. Ta mère ne supporte plus trop le bruit. Ta mère n'aime pas quand ça change. Je devenais un sujet, jamais une interlocutrice. Julien ne s'opposait pas. Il évitait le conflit. Il disait qu'il fallait comprendre, que Sandrine voulait bien faire. Son silence me faisait plus mal que les paroles de sa femme. J'aurais voulu qu'il me regarde vraiment, qu'il me voie comme avant. Mais il regardait ailleurs, déjà tourné vers ce qu'il croyait être l'avenir. Je me suis mise à m'excuser souvent. De parler trop longtemps. D'être dans le passage. De poser une question. Je pensais que me faire petite me protégerait. Je croyais encore que l'effacement était une forme de sagesse. Un après-midi, Sandrine a évoqué la maison. Elle a dit qu'elle était grande pour quelqu'un de mon âge, qu'elle demandait trop d'entretien. Elle parlait de logique, d'adaptation. Julien n'a rien répondu. Son silence a fait plus de bruit que n'importe quel accord. Ce jour-là, j'ai ressenti une solitude nouvelle. Pas celle du veuvage. Celle d'être entourée et pourtant mise à l'écart. D'être là sans compter. D'exister sans être consultée. Le soir, seule dans ma chambre, j'ai relu mes notes. Les phrases exactes. Les dates. Les regards.
J'ai compris que ce n'était plus des incidents isolés. C'était un glissement, lent, organisé, presque raisonnable en apparence. Je continuais pourtant à aider, à rendre service, à me rendre utile. Je pensais encore que l'utilité me protégerait. Mais plus je donnais, plus ma présence semblait acquise. Et plus ma parole perdait de son poids. Sandrine n'avait pas besoin d'élever la voix. Elle savait que l'usure est plus efficace que la violence. Que répéter doucement les mêmes idées finit par convaincre, même celles qu'elle vise. À Sandrine n'avait pas ça. Un soir, en me couchant, j'ai réalisé que je n'avais exprimé aucun désir personnel depuis des mois. Pas une envie, pas une préférence. Ma vie était devenue une suite d'ajustements aux décisions des autres. Je ne le savais pas encore, mais ce que je prenais pour de la patience était déjà interprété comme une faiblesse. Et cette faiblesse, certains s'apprêtaient à la transformer en autorisation. Manis, la goutte d'eau n'a pas été une scène violente. Elle n'a pas éclaté sous la forme d'un cri ou d'un affrontement. Elle s'est imposée avec la froideur d'un fait concret, impossible à nier, impossible à excuser. C'était un matin calme. Trop calme. Julien et Sandrine étaient sortis tôt. La maison, inhabituée à ce silence, semblait retenir son souffle. J'ai ressenti un soulagement presque coupable. Être seul était devenu rare, et cette solitude provisoire me rendait une forme de clarté. J'ai décidé de ranger un peu, un geste ancien, presque automatique. En ouvrant le buffet du salon, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Pas un désordre grossier, un dérangement précis, un tiroir mal refermé, juste assez pour que je le remarque. Je savais comment je rangeais mes papiers. Toujours. J'ai tiré le tiroir. Les documents étaient déplacés. Certains dossiers n'étaient plus à leur place. J'ai fouillé lentement, en retenant mon souffle. Puis plus vite, avec une inquiétude sourde qui montait sans bruit. Un papier manquait. Puis un autre. Mon titre de propriété n'était plus là. Je me suis assise. Mes jambes ne me portaient plus. J'ai posé les mains sur la table pour me stabiliser. J'ai tenté de me convaincre qu'il y avait une explication simple. Un rangement maladroit. Une erreur. Mais au fond de moi, une certitude glaciale prenait forme. Sur la table basse, une enveloppe était posée. Ouverte. Officielle. Mon nom apparaissait clairement. Je l'ai prise avec précaution, comme si elle pouvait me brûler. À l'intérieur, des documents bancaires. Trop techniques pour être anodins. Trop précis pour être accidentels. Il s'agissait d'un dossier de prêt, un montant important. Le nom de Julien figurait en bonne place. Et plus bas, une mention qui m'a coupé le souffle. Garantie hypothécaire sur bien immobilier. Mon bien. J'ai feuilleté les pages. Une copie de mon titre de propriété y était jointe. Puis une procuration. Ma procuration. Ou plutôt, une imitation soigneuse. La signature ressemblait à la mienne, sans lettres. Vraiment. Trop ferme. Trop régulière. Je reconnaissais ma main. Et ce n'était pas elle. À cet instant précis, tout s'est réorganisé en moi. Les conversations à voix basse. Les questions répétées sur mes papiers. Les regards échangés quand je parlais de la maison. Rien n'était isolé. Tout formait désormais une construction cohérente. Ils ne parlaient pas seulement de moi. Ils agissaient en mon nom. Je suis montée dans ma chambre. J'ai ouvert mon sac. Ma carte d'identité n'y était plus. J'ai senti une vague de froid me traverser. Mais je n'ai pas paniqué. J'ai cherché méthodiquement. Je l'ai retrouvé plus tard, rangé dans un tiroir qui n'était pas le mien, protégé par une pochette plastique. Ce détail à là m'a fait plus mal que le reste. On ne déplace pas l'identité de quelqu'un par inadvertance. Quand Sandrine est rentrée, j'avais disposé les documents sur la table du salon. Bien visibles. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé les voir. Son visage s'est figé l'espace d'une seconde. Une seconde de trop. Elle a demandé ce que c'était, avec un sourire mal assuré. Je lui ai répondu que j'attendais des explications. Julien est entré à son tour. Il a compris immédiatement. Son silence a parlé pour lui. Sandrine a commencé à minimiser. Elle parlait de formalités, de projets, de sécurité. Elle répétait que tout était fait pour mon bien. Toujours cette phrase. Julien tentait de calmer la situation. Mais il parlait de confiance, d'aide, de choses temporaires. Je les écoutais, sans élever la voix. Puis j'ai posé une question simple.
Pourquoi ma signature avait été utilisée? Pourquoi mes papiers avaient été déplacés? Pourquoi ma maison servait de garantie sans mon accord? Le silence est tombé, lourd, définitif. Sandrine a alors changé de ton. Elle a évoqué ma fatigue, mon âge, ma sensibilité. Elle a prononcé ce mot que je redoutais sans le savoir. Fragile. Comme une justification, prête à l'emploi. C'est à ce moment-là que j'ai compris l'ampleur de ce qui se jouait. Il ne s'agissait plus d'un projet maladroit. C'était une tentative d'effacement légal. On préparait le terrain. On construisait un récit dans lequel je n'étais plus apte à décider. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis levée lentement. J'ai rangé les documents dans une enveloppe. J'ai dit que nous reparlerions de tout cela plus tard. Ce soir, seule dans ma chambre, j'ai écrit longuement. Pas pour me soulager. Pour fixer la réalité. Ce n'était plus une série de petites humiliations. C'était un acte d'injustice clair, précis, irréversible. Et à cet instant exact, j'ai cessé d'espérer être consultée. J'ai commencé à me préparer, à me défendre. Les nuits qui ont suivi cette découverte ont pris une autre texture. Je ne dormais plus vraiment, mais je ne tournais pas non plus dans l'angoisse. C'était un état étrange, tendu et lucide à la fois. Comme si mon esprit avait décidé de rester éveillé jusqu'à ce que tout soit compris. Je me levais avant l'aube. La maison était silencieuse, immobile, presque innocente. Je faisais chauffer de l'eau, préparais du thé, et je m'asseyais à la table de la cuisine. À cette heure-là, personne ne parlait à ma place. Personne ne décidait pour moi. J'avais l'impression de récupérer, pour quelques minutes, l'entièreté de mon existence. Je repassais chaque détail dans ma tête. Les phrases prononcées, les regards échangés, les silences trop rapides. Rien ne me semblait plus flou. Ce que je prenais autrefois pour de la maladresse ou de l'inquiétude avait désormais un sens précis. Ils n'avaient pas douté de moi par accident. Ils avaient construit ce doute. Deux voix s'affrontaient en moi. La première me disait de partir, de ne pas faire de vagues, de préserver ce qu'il restait de lien. Elle me parlait de fatigue, d'âge, de solitude possible. Elle me rappelait que se battre aurait un coût, que je n'avais peut-être plus l'énergie pour cela. L'autre voix était plus calme, mais inflexible. Elle me demandait comment je pourrais continuer à vivre, en sachant que d'autres avaient utilisé mon nom, mon identité, ma maison, sans mon accord. Elle ne parlait pas de vengeance. Elle parlait de cohérence, de respect, d'un seuil qui, une fois franchi, ne permet plus le retour en arrière. Je priais parfois, sans formuler de demande précise. Je ne demandais pas qu'il change. Je demandais de rester droite, de ne pas céder à la colère, ni à la panique. Je sentais confusément que toute réaction trop émotionnelle serait retournée contre moi. On dirait que je ne comprenais pas, que je dramatisais. Il me fallait autre chose que des larmes ou des reproches. J'ai repris mon carnet depuis le début. Les notes que j'y avais inscrites prenaient une nouvelle dimension. Les dates, les phrases exactes, les décisions prises sans moi. Ce n'était plus un journal intime. C'était une chronologie, une logique implacable. Je n'étais pas en train d'inventer une histoire. Je l'avais observée se construire. Cette prise de conscience m'a donné une énergie étrange, calme, presque froide. J'ai pris une feuille blanche et j'ai commencé à écrire ce qu'il fallait faire, pas ce que je ressentais. Ce qu'il fallait faire. Protéger mes papiers, vérifier mes droits, comprendre les démarches possibles. J'avais passé ma vie à organiser pour les autres. Je pouvais bien le faire pour moi. J'ai rassemblé tous mes documents importants dans une enveloppe épaisse. Je ne l'ai pas laissé dans un tiroir évident. Je l'ai caché dans un endroit banal, presque ridicule, mais sûr. Un endroit où personne n'aurait d'idée de fouiller. Ce geste m'a procuré un apaisement immédiat. Comme si je reprenais possession de mon identité matérielle. Ensuite, je me suis renseignée, discrètement, par petites touches. J'ai lu des textes officiels, des articles juridiques simplifiés, des témoignages. J'ai découvert des mots que je n'aurais jamais pensé devoir apprendre. Un jour, procuration, révocation, capacité juridique, abus. Ces termes me faisaient peur, mais ils me donnaient aussi une certitude essentielle. Je n'étais pas sans défense. Plus j'avançais, plus une évidence s'imposait.
La loi ne m'avait pas abandonné. Elle existait indépendamment de mon âge, de mon apparente fragilité, de l'image que d'autres construisaient de moi. Mes droits ne dépendaient pas de leur bonne volonté. J'ai pensé à Mireille, une amie de longue date. Une femme solide, discrète, qui avait traversé des épreuves sans jamais se laisser écraser. Je l'ai appelée un matin, tôt. Je ne lui ai pas tout raconté. Je lui ai simplement dit que quelque chose n'allait pas et que j'avais besoin d'un regard extérieur, fiable. Elle n'a pas hésité une seconde. Chez elle, j'ai parlé plus librement. Elle m'a écouté sans m'interrompre, sans minimiser, sans s'indigner à ma place. À la fin, elle m'a dit calmement que je devais consulter un notaire. Pas pour attaquer, pour comprendre, pour poser un cadre. L'idée m'a d'abord effrayée. Le notaire représentait pour moi les moments graves de la vie. Mais j'ai compris que c'était précisément là que je devais aller. Là où les choses sont dites clairement. Là où les émotions n'ont pas le dernier mot. De retour à la maison, j'ai repris mon masque. J'ai souri. J'ai répondu vaguement. J'ai continué à rendre service. Sandrine me regardait avec une méfiance distraite. Rassurée par mon apparente docilité, Julien semblait soulagé que je ne fasse pas de scandale. Il croyait que la tempête était passée. Il se trompait. La nuit, je ne cherchais plus le sommeil. Je cherchais la précision. Chaque peur était examinée, chaque doute remis à sa place. Je ne cherchais plus à être consultée. Je me préparais à agir. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur de ce que j'allais découvrir sur ma propre force. La préparation de ce que je refusais encore d'appeler une riposte s'est faite dans le plus grand calme. Il n'y avait aucune exaltation, aucun désir de revanche spectaculaire. Seulement une nécessité intérieure, presque austère, remettre de l'ordre là où d'autres avaient commencé à décider sans moi. J'ai pris rendez-vous chez un notaire un mardi matin, à une heure anodine. J'ai dit à Sandrine que j'avais un contrôle médical. Elle a hoché la tête sans insister. Julien n'a rien demandé. Leur certitude que je n'irais pas plus loin que quelques inquiétudes passagères était totale. Cette certitude m'a protégée. Le cabinet du notaire était lumineux, impersonnel, rassurant par sa neutralité. J'ai parlé lentement. J'ai sorti les documents. Les copies. Les enveloppes. Mon carnet. Il m'a écouté sans me couper, sans lever les sourcils. Quand j'ai fini, il a simplement dit que j'avais bien fait de conserver chaque trace, chaque date. Ces mots à l'âme m'ont redressé plus sûrement que n'importe quel encouragement. Par écho, il m'a expliqué, point par point, ce que je pouvais faire. Ce que personne ne pouvait faire à ma place. La maison m'appartenait, entièrement. Aucun projet ne pouvait s'y greffer sans mon accord. Les procurations pouvaient être annulées immédiatement, les comptes sécurisés. Les démarches faites sans moi n'avaient aucune valeur légale. Tout ce qui m'avait semblé flou, inquiétant, irréversible reprenait une forme claire, presque solide. Je n'étais pas une femme dépassée, j'étais une personne titulaire de droit. Nous avons parlé sans précipitation. Il ne s'agissait pas d'attaquer, ni de provoquer. Il s'agissait de reprendre la maîtrise avant que d'autres n'installent définitivement la leur. Avancer sans bruit, sans annonce, sans confrontation prématurée. J'ai compris que la meilleure protection serait la discrétion. Je suis sortie de ce rendez-vous avec une fatigue lourde, mais une clarté nouvelle. J'ai marché longtemps avant de rentrer. J'avais besoin que cette décision s'inscrive dans mon corps autant que dans mon esprit. Les jours suivants, j'ai agi par petites touches. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire, dans une agence éloignée de mon quartier. J'y ai transféré progressivement mes économies. Rien de brutal, rien qui aurait éveillé un soupçon. J'ai changé mes codes, mes habitudes, mes correspondances. Chaque détail était un pas de plus hors de leur champ de contrôle. J'ai révoqué toutes les procurations existantes. Officiellement, par courrier recommandé, avec accusé de réception soigneusement cassé. Chaque enveloppe envoyée était une porte refermée. Je n'éprouvais ni colère ni satisfaction. Seulement une concentration froide, presque professionnelle. La question de la maison est revenue, insistante. J'y pensais la nuit, longtemps. Chaque pièce portait une trace de ma vie. Mais je savais aussi qu'elle était devenue l'axe de leurs décisions. Le socle de ce qu'ils projetaient sans moi. Tant qu'elle restait là, inchangée, je restais vulnérable. Alors j'ai décidé de la mettre en vente.
pas par dépit, par lucidité. Cette décision m'a coûté 2 pots. Je l'ai prise lentement, en regardant chaque mur, chaque fenêtre. Puis je l'ai assumée sans retour possible. Le notaire a organisé les démarches avec une discrétion absolue. Les visites se faisaient lorsque Sandrine était absente. Je disais que je sortais voir une amie. Julien ne s'en inquiétait pas. Il croyait la situation figée. Il se trompait. Signer le mandat a été un moment étrange. J'ai ressenti une tristesse profonde, bien sûr, mais aussi un soulagement inattendu. Comme si je retirais enfin une charge invisible que je portais depuis trop longtemps. La maison cessait d'être une promesse pour les autres. Elle redevenait une décision pour moi. En parallèle, j'ai rédigé un testament. Clair. Sans ambiguïté. J'y ai inscrit mes volontés avec précision. Pas pour punir, pour éviter toute interprétation future. Je voulais que rien de ce que j'avais construit ne puisse être utilisé contre moi ou déformé après coup. À la maison, je continuais à jouer mon rôle. Je souriais. Je rendais service. Je répondais vaguement quand Sandrine évoquait l'avenir. Elle se sentait rassurée par mon calme. Julien aussi. Il confondait mon silence avec une reddition. Chaque soir, je notais l'avancée des démarches dans mon carnet. Une date, une signature, un courrier envoyé. Ce carnet n'était plus seulement une mémoire. Il était devenu ma structure intérieure. La preuve que je ne subissais plus. Je n'ai rien dit à Julien, pas par cruauté, par lucidité. Je savais qu'il n'aurait pas su garder le silence. Sa loyauté était fragile, partagée, malléable. Il aurait trahi sans le vouloir. Je ne pouvais plus me permettre cette fragilité. À mesure que les semaines passaient, je sentais quelque chose changer en moi. Je n'attendais plus leurs gestes. Je n'anticipais plus leurs réactions. Je me concentrais sur les miennes. Je ne cherchais plus à être consultée. J'avais cessé de dépendre de leur validation. Je n'ai jamais menti. Je me suis contentée de ne plus livrer ma vérité, de laisser les procédures suivre leur cours, de laisser leur certitude s'installer sur un terrain qui n'était plus le même. Un soir, en rangeant une enveloppe officielle dans mon sac, j'ai compris que l'essentiel était prêt. Les décisions étaient prises, les protections mises en place. Ce qui restait ne dépendait plus de ma vigilance, mais du temps. Je n'éprouvais aucune joie particulière, aucun triomphe. Seulement une certitude calme, presque grave. Celle d'avoir repris ma place sans bruit, sans éclat, sans violence. Je continuais à me taire. Mais ce silence-là n'était plus un effacement. C'était une stratégie assumée. Le moment où tout a basculé n'a pas eu lieu lors d'une grande confrontation. Il est arrivé de façon presque administrative, dans un enchaînement de faits que plus personne ne pouvait nier. Ce jour-là, Julien est rentré plus tôt que prévu. Je l'ai vu poser ses clés avec un geste sec, inhabituel. Il n'a pas ôté son manteau. Il m'a demandé si j'avais reçu du courrier dans la journée. Sa voix cherchait à paraître neutre, mais je reconnaissais ce tremblement discret qui trahit une inquiétude mal contenue. Je lui ai répondu que oui, comme d'habitude. Il a hésité, puis il a parlé d'un courrier étrange arrivé à la banque. Des documents manquants, des procurations qui n'apparaissaient plus dans le dossier. Il riait légèrement, comme pour banaliser. Il a dit que ce devait être un problème informatique. Je l'écoutais sans l'interrompre. Je savais que ce moment viendrait. Je ne savais pas quand, mais je savais comment il se présenterait, sous la forme d'un doute soudain, d'un contrôle qui échappe. Sandrine est arrivée peu après. Elle a compris immédiatement que quelque chose clochait. Elle a posé son sac trop brusquement. Elle a regardé Julien, puis moi. Elle a demandé ce qui se passait. Julien a répété ce qu'il venait de dire. Elle a sorti son téléphone, a vérifié des messages, puis a fait quelques pas dans la pièce. Son assurance habituelle s'était fissurée. Elle m'a demandé, sans détour, s'ils avaient vu un notaire. Le mot est tombé comme une faute. Trop précis pour être innocent. Je n'ai pas nié. Je n'ai pas expliqué. J'ai simplement répondu que j'avais dispositions nécessaires pour être en règle, pour me protéger. Julien a tenté de calmer la situation. Il parlait de malentendus, de communication manquante. Il disait que tout cela pouvait s'arranger. Il cherchait encore à réparer quelque chose qui ne lui appartenait plus. Sandrine, elle, a changé de ton. Elle a parlé d'ingratitude, de trahison.
Elle rappelait tout ce qu'ils avaient fait pour moi, tout ce qu'ils avaient supporté. Elle disait que je me laissais influencer, que quelqu'un m'avait monté contre eux. Sa voix montait, se durcissait. Elle cherchait à reprendre le contrôle par l'indignation. Je l'ai laissé parler. Puis j'ai posé, calmement, une copie du mandat de vente sur la table. Julien s'est figé. Il a lu lentement. Son visage s'est vidé de toute couleur. Il a murmuré le mot maison, comme s'il espérait s'être trompé. Sandrine a saisi le document à son tour. Elle a relu, puis encore. Elle a compris à cet instant précis que ce qui leur servait de socle venait de disparaître. La maison était engagée. Légalement. Irréversiblement. Sandrine a explosé. Elle parlait de projets ruinés, de décisions irresponsables, de droit moral. Elle criait que je n'avais pas le droit de faire cela sans eux. Cette phrase m'a frappée. Sans eux. Comme s'ils avaient jamais eu ce droit. Julien tentait de l'arrêter. Il parlait de calme, de discussion possible. Mais quelque chose s'était brisé. Ils ne parlaient plus la même langue. Leurs reproches se croisaient sans se rencontrer. Ils cherchaient un coupable. Je les regardais sans colère. Une distance nouvelle s'était installée en moi. Ils n'avaient plus d'emprise. Leur agitation glissait sur moi sans m'atteindre. Julien a fini par me supplier de réfléchir. Il parlait d'avenir, de famille, de conséquences. Il disait que je mettais tout le monde en danger. Je l'ai écouté jusqu'au bout. Puis je lui ai dit une seule chose, lentement, clairement. J'avais agi dans le cadre de la loi. Je n'avais rien caché. J'avais simplement repris ce qui m'appartenait. Mais Sandrine a tenté une dernière stratégie. Les larmes. Elle parlait de fatigue, de stress, de pression. Elle disait qu'elle avait voulu bien faire. Toujours cette phrase. Comme si l'intention suffisait à effacer les actes. Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, le coup final est arrivé sous la forme d'un courrier recommandé. Julien l'a ouvert devant moi, pensant sans doute que je pourrais l'aider à comprendre. Il s'agissait de la confirmation officielle, les comptes sécurisés, les procurations annulées, les démarches validées. Julien s'est assis lourdement. Sandrine est restée debout, figée. Il n'avait plus rien à négocier. Plus de levier. Plus d'arguments. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas savouré. J'ai simplement observé ce retournement silencieux. Tout ce qu'ils avaient préparé sans moi s'effondrait maintenant sous son propre poids. Ce soir, je suis montée dans ma chambre, plutôt que d'habitude. J'ai fermé la porte. J'ai posé mon carnet sur la table de nuit. Je n'y ai rien écrit. Il n'y avait plus rien à ajouter. Le piège s'était refermé sans cri, sans humiliation publique, sans éclat. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormie, sans me demander ce que demain allait m'enlever. Après cela, la maison n'a plus jamais été la même. Ce n'était pas un changement brutal, mais une lente décomposition, comme lorsque l'air devient trop lourd pour être respiré sans que personne n'ose ouvrir la fenêtre. Sandrine parlait peu, mais chacun de ses mots était chargé d'une hostilité retenue. Elle ne me regardait presque plus. Elle parlait de moi à Julien, même quand j'étais dans la pièce, comme si j'étais déjà sortie du cercle des décisions. Sa voix était calme, mais coupante. Elle disait que tout cela était déraisonnable, que je mettais en péril l'équilibre familial. Elle ne parlait jamais de ce qu'ils avaient fait, seulement de ce que j'avais osé empêcher. Julien, lui, oscillait. Un jour, il était dur, presque agressif. Il évoquait les conséquences, les complications, la honte. Le lendemain, il semblait abattu, incapable de soutenir mon regard. Je reconnaissais cette fatigue morale, cette lâcheté douce qu'il avait toujours eue face au conflit. Mais je n'étais plus en mesure de la porter pour lui. Les disputes entre eux ont commencé sans retenue. Je les entendais depuis ma chambre, leur voix qui montait, les accusations lancées comme des projectiles. Sandrine reprochait à Julien de ne pas avoir anticipé, de m'avoir laissé trop de marge, de m'avoir sous-estimé. Julien lui reprochait son arrogance, sa précipitation, le fait d'avoir cru que tout était acquis. Chacun rejetait la faute sur l'autre, comme si cette faute pouvait encore être déplacée. Je n'étais plus le sujet de leur conflit. J'en étais devenu le révélateur. Sandrine a fini par dire, un soir, que tout leur avenir avait été construit autour de ce qu'ils pensaient récupérer. Elle parlait de sacrifices, de renoncements, de projets organisés depuis des années. J'écoutais sans intervenir. Cette confession tardive confirmait ce que je savais déjà.
Je n'avais jamais été consultée, parce que, dans leur esprit, mon accord n'avait jamais été nécessaire. Julien a murmuré qu'ils étaient peut-être allés trop loin. Cette phrase m'a frappée par sa faiblesse. Trop loin. Comme si tout cela n'était qu'une question de dosage, et non de principe. Comme s'il suffisait de reculer un peu pour rendre acceptable ce qui ne l'était pas. Je passais de plus en plus de temps dehors. Marcher m'aidait à ne pas absorber leur tension. L'air, les rues, les visages anonymes, me rappelaient que le monde ne se résumait pas à cette maison devenue hostile. Quand je rentrais, je me faisais discrète. Pas par peur, par détachement. Un soir, Julien est venu frapper à ma porte. Il avait les traits tirés. Il a dit qu'il ne reconnaissait plus sa vie, qu'il se sentait pris entre moi et Sandrine. Je l'ai laissé parler jusqu'au bout. Puis je lui ai répondu calmement que je n'avais jamais voulu être un piège pour lui, que ce qu'il vivait était le résultat de décisions prises sans moi, et qui lui appartenaient. Peu après, Sandrine a commencé à préparer son départ. Pas officiellement, mais je le voyais. Les valises entr'ouvertes, les appels discrets, les silences prolongés. Elle parlait de recul, de réflexion. Elle disait avoir besoin de temps. Je comprenais surtout qu'il n'y avait plus rien à gagner ici. Quand elle est partie pour quelques semaines, la maison a retrouvé un calme étrange, presque irréel. Julien errait, sans repère. Il ne parlait presque plus. Je le regardais avec une compassion distante. Ce n'était plus à moi de réparer. Les vérités ont continué à émerger, même en son absence. Des détails financiers. Des projets dont je n'avais jamais entendu parler. Julien découvrait peu à peu l'ampleur de ce qui avait été envisagé. Et cette découverte le laissait sans voix. Je ne me réjouissais pas de cet éclatement. Je le constatais. Comme on constate une fissure trop ancienne pour être colmatée. J'avais compris que certaines familles ne se brisent pas à cause d'un conflit, mais parce qu'un déséquilibre ancien devient enfin visible. À la veille de la signature définitive, j'ai préparé mes affaires. Sans émotion excessive, sans nostalgie inutile. La famille que j'avais connue n'existait plus sous cette forme. Ce qui restait ne dépendait plus de moi. Je regardais ce chaos à distance. Déjà, ailleurs, intérieurement. Sans haine. Sans triomphe. Avec une lucidité nouvelle, en reprenant ma place, j'avais cessé d'être le ciment d'un mensonge commun. Et ce mensonge, privé de soutien, s'était effondré de lui à même. Le nouveau départ n'a pas commencé par une rupture spectaculaire, mais par une sensation très simple. L'air était redevenu respirable. Le matin où j'ai quitté la maison, il n'y a eu ni adieu solennel, ni phrase définitive. Mais j'ai fermé la porte, doucement, comme on referme un chapitre que l'on a trop longtemps relu. Je me suis installée dans un appartement modeste, près de la mer. Rien d'exceptionnel. 2 pièces claires, un balcon étroit, une rue calme. Mais dès la première nuit, j'ai compris que quelque chose avait changé. Le silence n'était plus pesant. Il était plein. Plein de repos, de possibilités, de décisions qui n'appartenaient qu'à moi. Les premiers jours, je me suis autorisée à ne rien faire. C'était nouveau. Je me levais tard, je préparais un café, sans regarder l'heure. Je m'asseyais près de la fenêtre pour regarder passer les gens. Personne ne me connaissait ici. Personne ne savait ce que j'avais donné, perdu ou protégé. Cette absence d'histoire partagée était une forme de liberté. Je marchais beaucoup. Le long de l'eau, surtout. Le bruit régulier des vagues m'apaisait. Il me rappelait que tout avance, même quand on croit être à l'arrêt. J'observais les visages, les couples, les solitaires. Je me sentais invisible d'une manière saine, choisie, presque douce. Petit à petit, j'ai repris des habitudes simples. Lire le journal au café du coin, échanger quelques mots avec la boulangère, saluer la voisine sans devoir expliquer quoi que ce soit. Ces gestes ordinaires avaient plus de valeur que tous les grands discours entendus auparavant. Ils ne demandaient rien. Ils accueillaient simplement. Julien a tenté de me joindre. D'abord, par message, bref, hésitant. Puis, par une lettre. Il parlait de fatigue, de regret, de ce qu'il n'avait pas su voir. Je l'ai lu lentement, sans colère, sans empressement. J'y ai senti de la sincérité, mais aussi beaucoup de confusion. Il cherchait encore quelqu'un pour réparer à sa place. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais appris que certaines réponses demandent du temps, non pour punir, mais pour ne pas se trahir.
Aimer un enfant ne signifie pas se rendre à nouveau disponible pour être effacé. Je voulais que toute parole éventuelle naisse d'un équilibre retrouvé, pas d'un réflexe ancien. Les semaines ont passé. J'ai commencé à me projeter timidement. Un cours de peinture proposé par la mairie. De là, une promenade hebdomadaire avec une femme rencontrée sur un banc, face à la mer. Des projets modestes, mais choisis. Je découvrais une joie discrète à décider sans consulter, sans justifier. Je pensais parfois à Sandrine, sans colère. Elle appartenait désormais à un autre temps. Je n'avais plus besoin de comprendre ses intentions. Elles ne me concernaient plus. Ce détachement m'étonnait moi-même. Il n'était pas né d'un oubli, mais d'une clarté acquise. Je gardais mes carnets dans un tiroir. Je ne les consultais plus par nécessité. Ils étaient devenus une mémoire, non une alarme. Ils me rappelaient le chemin parcouru, pas les blessures encore ouvertes. Savoir que ces pages existaient suffisait. Je n'avais plus besoin de m'y réfugier. Un soir, en regardant la mer se retirer lentement, j'ai pensé à toutes ces femmes qui restent, parce qu'elles croient n'avoir nulle part où aller. J'ai compris que partir n'est pas toujours une question de lieu. C'est une décision intérieure. Une autorisation que l'on se donne enfin. Je n'étais pas devenue forte d'un coup. Je n'étais pas invulnérable. Mais je me sentais stable, ancrée, capable de dire oui ou non, sans trembler. Cette stabilité-là valait tous les combats. Je savais que tout n'était pas réglé, que certaines douleurs reviendraient parfois. Mais elles ne décideraient plus de ma place. Elles feraient partie du paysage, comme le vent ou la pluie, sans m'obliger à rentrer. En me couchant ce soir-là, j'ai réalisé que je ne craignais plus le lendemain. Il ne me prendrait rien sans mon accord. Et pour la première fois depuis longtemps, cette certitude m'a permis de m'endormir sereinement, avec le sentiment calme d'avoir repris possession de ma vie. Oui. Il y a des soirs où je m'assieds face à la mer, quand la lumière se fait plus basse et que l'horizon hésite. À cette heure-là, le passé revient sans frapper, non pour me juger, mais pour se laisser regarder enfin, sans peur. Je pense à la femme que j'ai été. À celle qui croyait que se taire était une preuve d'amour. À celle qui confondait patience et loyauté, endurance et dignité. Je ne la condamne plus. Elle a fait ce qu'elle savait faire, avec les outils qu'on lui avait transmis. Elle a tenu parce qu'on lui avait appris à tenir. Et tenir, longtemps, peut ressembler à une vertu. Vieillir m'a appris autre chose, que le temps n'enlève pas seulement des forces, mais aussi des illusions. Qu'il dégage parfois la vue. On croit perdre, alors qu'on cesse simplement de s'aveugler. Ce dépouillement à là est rude, mais il est juste. Je n'ai pas gagné contre eux. Je n'ai pas remporté de victoire éclatante. J'ai cessé de me battre contre moi-même. J'ai arrêté d'expliquer, de justifier, de me rendre acceptable. J'ai accepté que certaines relations ne survivent pas au moment où l'on cesse de se faire petite. Et cette acceptation a été plus difficile que n'importe quel affrontement. Il y a encore des jours de mélancolie, des souvenirs qui se glissent dans une phrase, une odeur, un geste familier, des questions sans réponse. Pourquoi n'ont-ils pas demandé? Pourquoi ont-ils cru que décider à ma place était un droit? Je n'ai plus besoin de ces réponses pour avancer. Les chercher serait encore une manière de leur donner un pouvoir. La solitude, désormais, n'est plus une punition. Elle est devenue un espace. Un lieu intérieur où je peux penser sans être interrompu, me souvenir sans être corrigé, exister sans être évalué. J'y ai trouvé une douceur inattendue, faite de choix simples et de silences choisis. Julien existe toujours dans mon cœur, mais autrement. Sans attente excessive, sans dette affective. S'il revient un jour avec une parole claire, je saurai l'accueillir, sans me trahir. Et s'il ne revient pas, je saurai continuer sans me briser. L'amour n'est pas une monnaie d'échange. Il n'exige pas l'effacement pour être sincère. Quant à Sandrine, elle appartient à un chapitre clos. Je ne lui souhaite ni chute, ni réparation spectaculaire. Elle a agi selon ce qu'elle croyait permis. La vie se charge souvent de rétablir les équilibres sans qu'on ait besoin d'y participer. Je n'ai plus à porter ce qui ne m'appartient pas. Je garde mes carnets dans un tiroir. Ils ne sont pas là pour nourrir une rancune. Ils sont la preuve que je n'ai pas imaginé, que je n'ai pas exagéré, que j'ai vu juste, même quand on essayait de me convaincre du contraire. Cible
Parfois, je relis quelques lignes. Je mesure la distance parcourue. Je referme le tiroir avec gratitude. Je pense souvent aux femmes de mon âge, à celles à qui l'on parle doucement, comme à des enfants, à celles dont on décide l'avenir autour d'une table où elles sont assises, sans être invitées à parler, à celles qui doutent parce qu'on a intérêt à ce doute, à celles qui croient qu'il est trop tard pour dire non. À elles, j'aimerais dire ceci. Il n'est jamais trop tard pour reprendre sa place. La loi n'a pas d'âge. La lucidité non plus. Observer, noter, conserver, réfléchir ne sont pas des actes de méfiance. Ce sont parfois des actes de survie. Et choisir le bon moment pour agir est une forme de sagesse. On nous a appris à préserver l'harmonie, quitte à nous abîmer. On a oublié de nous apprendre à poser des limites quand l'harmonie devient un piège. J'ai appris cette leçon tard, mais je l'ai apprise entièrement, sans réserve. Aujourd'hui, je vis simplement. Je marche. Je lis. J'écoute le vent. Je choisis mes silences comme d'autres choisissent leurs mots. Je ne cherche plus à convaincre. Je n'ai plus besoin d'être consulté pour exister. Et dans cette simplicité retrouvée, je découvre une force tranquille, sans éclat, mais durable. Ce n'est pas la revanche qui m'a sauvé. Ce n'est pas la colère. C'est la clarté. La décision intérieure de ne plus me laisser définir par le regard des autres. La capacité de rester droite quand on cesse de lutter. Et si je devais laisser un dernier message à celles et ceux qui se taisent trop longtemps par peur de perdre l'amour, la paix ou leur place, je dirais ceci, sans colère, sans emphase, avec la certitude que seule l'expérience donne, le silence peut aussi être une forme de justice.